Buongiorno. Je suis désolé, c'est le seul mot que je connais vraiment en français, donc, enfin en italien, donc je vais vous parler en français. Voilà. Un grand merci pour votre invitation à ce colloque. Je vais en effet vous parler de ce nouveau musée qui va fêter ses 4 ans au mois de novembre prochain. Et je voulais commencer avec ces quelques images, je pense que je ne sais pas si vous arrivez à lire, de notre campagne de communication où vous avez ce bras articulé pour mutiler avec cette phrase « coûter un bras ». En 14-18, ce n'était pas qu'une façon de parler. Vous avez ici aussi des matraques de tranchées, 1914, 20e siècle, début du Moyen-Âge. Et une dernière, avec cette grenade, 14-18, probablement le cours d'anatomie le plus brutal au monde. L'idée, c'est ici, ça résume un petit peu l'esprit du musée, à savoir des collections historiques et un message d'aujourd'hui, un message contemporain pour essayer d'intéresser un public pour qui la Grande Guerre en France, ça a 100 ans, mais on a du mal, notamment sur les jeunes générations, on a du mal à resituer, à recontextualiser. Donc ça, c'est tout l'enjeu du musée. Le musée, donc, qui a ouvert le 11 novembre 2011, s'inscrit dans une tradition française de 3 étapes finalement du souvenir de cette Grande Guerre. Une première étape qui est celle du souvenir pendant la guerre ou juste après la guerre, avec cette volonté pour les familles de venir en pèlerinage sur les lieux de bataille et retrouver la tombe par exemple d'un parent qui est tombé et qui est enterré sur place. Et puis il y a une deuxième grande étape dans les années 60, avec notamment les anciens combattants de la Première Guerre qui ont voulu, c'est vraiment le temps de la mémoire, ces anciens combattants ont voulu créer des lieux pour évoquer cette mémoire de ce qu'ils avaient vécu, raconter ce qu'ils avaient vécu. Et finalement, ça a donné la naissance au mémorial de Verdun qui a ouvert dans les années 1960. Et puis, forcément, ces anciens combattants sont décédés. Et dans les années 1990, il y a eu un 3e temps qui est le temps de l'histoire. Et avec la création de musées, de centres d'interprétation, pour pouvoir aborder, au-delà de l'aspect mémoriel et témoignage, de pouvoir aborder et expliquer cette Première Guerre mondiale. Le plus emblématique, c'est dans les années 1994, la création de l'historial de la Grande Guerre à Péronne, dans la Somme, qui était le 2e grand musée après Verdun. Et maintenant, nous inscrivons, nous, le musée de Meaux, dans cette perspective, avec cette nouvelle création. Alors, Meaux, peut-être que vous ne savez pas où ça se trouve à 50 km à l'est de Paris. Même en France, on ne sait pas où se trouve Meaux. Et nos visiteurs, pour leur situer, on leur dit c'est à côté de Disneyland Paris. Ah, ok, donc tout de suite on voit où ça se trouve. Donc vous voyez, c'est comme ça. L'histoire et les musées, la culture passent parfois par une identification avec Disneyland pour pouvoir se situer. Une des premières questions aussi, c'est pourquoi un musée de la Grande Guerre en région d'Île-de-France, à côté de Paris? Parce qu'en fait, pour la plupart de nos visiteurs, la Grande Guerre c'est dans le nord ou dans l'est de la France. Et en fait, ils ont oublié ou ils ne savent pas situer cet endroit où en région parisienne on s'est battu à 50 km de Paris, puisque Meaux et les alentours sont le lieu de la première bataille de la Marne en septembre 1914. Et vous voyez que dans les villages autour de Meaux, on a encore aujourd'hui des traces visibles avec une nécropole française, une nécropole allemande,
un cimetière dans lequel on a les meurtrières que les soldats ont pu faire pour pouvoir tirer sur les troupes ennemies. Et on a notamment, à 3 km du musée, cette grande tombe que vous avez sur la photo en haut à gauche, dans laquelle est enterré un poète français célèbre qui s'appelle Charles Péguy, et qui est mort en fait le 5 septembre 1914 pendant cette bataille. Il est donc enterré dans cette grande tombe, et vous avez sur la photo de droite, à droite, son mémorial, voilà, un petit lieu de mémoire. Donc on a ici une légitimité historique à avoir un musée. Mais surtout, ce qui est important, jusqu'à présent, le mot n'avait pas valorisé cette histoire. Et en fait, la naissance du musée est un peu originale, puisque il y a eu la rencontre entre le maire de Meaux et un collectionneur privé qui s'appelle Jean-Pierre Vernet. Jean-Pierre Vernet, il est historien, autodidacte, et en fait, il a collaboré sur des films qui ont été des grands succès en France, comme Un long dimanche de fiançailles, ou Capitaine Conan. Je ne sais pas si c'est des films que vous avez eu l'occasion de voir, mais sur la Première Guerre, ce sont des grands films. Et il est aussi collaborateur et ami de Jacques Tardy. Jacques Tardy, c'est un grand dessinateur de bande dessinée, et en fait, qui a écrit notamment, enfin qui a fait plusieurs bandes dessinées sur la Grande Guerre, et notamment sa dernière, Putain de guerre, est signée Tardy Vernet, puisque Jean-Pierre prêtait ses objets à Tardy pour qu'il puisse les dessiner dans ses BD. Et donc Jean-Pierre, pendant 45 ans, a accumulé une collection de 50 000 objets et documents, et il cherchait désespérément un endroit en France pour faire un musée. Verdun lui avait dit non merci, ça ne nous intéresse pas. La Somme lui avait dit non, voilà. Et en fait, Jean-Pierre était en pourparlers avec la ville de Boston qui voulait la lui racheter, et la ville de Berlin qui voulait la lui racheter aussi. Ça, c'est dans les années 90. Et il explique tout ça au maire de Meaux, qui lui dit « D'accord, eh bien écoutez, personne n'en veut, nous on va l'acheter, ce patrimoine il ne quitte pas la France, on l'achète et on va faire un musée. » Voilà, c'est comme ça que l'idée du musée est née. Donc là c'est juste quelques vues très diverses pour vous montrer la grande diversité de la collection. On est à peu près sur 30 000 objets, enfin 20 000 objets et 30 000 documents. Dans les documents, je compte les affiches, les plaques de verre, les photographies, les journaux personnels, les journaux de tranchées, c'est quelque chose de très important. Et très rapidement, voilà, on a réussi à créer ce musée en 6 ans. Depuis l'acquisition de la collection qui a été achetée en 2005, puis en 2006, les séances de travail du conseil scientifique, l'inventaire de cette collection aussi. En 2007, la rédaction du projet, enfin, du programme architectural, puisqu'il fallait créer un nouveau lieu qui n'existait pas. Un concours d'architectes européens en 2008, les études préparatoires en 2009, un début de chantier enfin en 2010 et une ouverture le 11 novembre 2011. Voilà. Donc 6 ans, c'est assez rapide pour créer un musée de cette ampleur. C'est un bâtiment de 7000 mètres carrés, dont 3000 mètres carrés d'exposition permanente. Et le bâtiment va venir s'implanter au pied de cette grande sculpture qui fait 26 mètres de haut, qui s'appelle La Liberté éplorée, qui a été inaugurée en 1932 et qui a été en fait un cadeau des Américains à la France, à la mémoire des soldats qui sont tombés au cours de la bataille de la Marne. Il y a énormément de symboles sur cette sculpture, et notamment cette liberté porte une cape sur laquelle il y a les fleurs de lys qui rappellent le lien entre la France et les États-Unis via le marquis de Lafayette. Voilà, il y a énormément de symboles de cet ordre-là. Donc ce monument est au milieu des champs, donc nous avons acheté les terrains et nous avons décidé de construire le musée. Voilà, c'est juste quelques vues du chantier en 2010
2011. Voilà. Ça a été très rapide, 18 mois de chantier pour construire ce bâtiment et faire la muséographie. Voilà. Et aujourd'hui, le bâtiment, vous voyez, est construit au pied du monument, et le monument est le lieu de la mémoire, et le musée, c'est le lieu de l'histoire. Et les deux sont en permanence en dialogue, et architecturalement, il y a des passages sous le bâtiment pour rejoindre le monument. Il y a une correspondance permanente entre histoire et mémoire. Donc voici l'entrée du musée sous le bâtiment. Le sol, en fait, est traité comme une grande carte géographique sur laquelle on a pu implanter la ville de Meaux et les territoires autour sur la première bataille de la Marne, et la ville de Château-Thierry, alors qui est à peu près 50 km de Meaux, et la ville de Château-Thierry a été le lieu de la seconde bataille de la Marne en 1918. Et en fait, tout notre propos va être de montrer qu'entre la première bataille de la Marne et la seconde, on va passer du 19e au 20e siècle. C'est-à-dire qu'on s'inscrit non pas comme un musée militaire, mais comme un musée d'histoire et de société qui va montrer comment, en 4 années, tout va basculer et qu'on va rentrer dans la modernité du XXe siècle. Donc je vous propose une rapide petite visite du musée, et finalement, comme le collègue du musée de Dresde, on a également un parcours chronologique et un parcours thématique. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps des muséographies de proposer cette double entrée, mais je trouve que c'est intéressant que des musées, voilà, on n'a pas travaillé ensemble sur ces projets-là, mais en tout cas, chaque conseil scientifique a imaginé les choses de cette manière. Et nous, le premier espace, la salle d'introduction, on met le visiteur dans une machine à remonter le temps. Donc on part d'aujourd'hui et on remonte jusqu'en 1870, puisqu'après le parcours démarra en 1870. Et l'idée, c'est de montrer que Jean-Jacques Becker, un historien français, a dit « La Grande Guerre est la matrice du XXe siècle ». Et donc l'idée, c'est de montrer que finalement, tous les événements que l'on a vécus jusqu'à aujourd'hui n'ont existé que parce qu'il y a eu la Grande Guerre et ses conséquences. Voilà. Donc en fait, on reprend les choses comme ça à l'envers, et toujours dans cette idée de montrer aux gens d'aujourd'hui, 100 ans après, que le monde dans lequel on vit est ce qu'il est parce qu'il y a eu cette Première Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est vraiment toujours ce souci-là. Je vais aller vite, mais on a un espace donc, sur l'avant-guerre, où on repart de la situation après le conflit de 1870, et notamment on aborde pour les jeunes Français à l'époque, comment par rapport à ce qu'on leur enseigne à l'école, comment par rapport à la pratique sportive qui est très importante, on leur apprend à manier des fusils, on leur apprend l'escrime, c'est à cette époque apparaissent les premiers concours de gymnastique. Finalement, quand les jeunes adultes, quand ils vont être prêts pour arriver pour faire leur service militaire, ils sont à la fois prêts physiquement, et ils sont à la fois prêts aussi mentalement par rapport à ce qu'on leur a appris. Donc voilà, c'est le type de mise en scène, de scénographie que l'on propose. Vous voyez que le décor est plutôt neutre, gris clair, et quand nos collections rentrent en scène, vous le voyez au niveau du plancher, on devient très réaliste. Voilà. Donc on assume le fait d'être dans un décor, d'être dans un musée, avec cette couleur un petit peu neutre, mais quand nos collections entrent en scène, on devient très réaliste pour les remettre en situation. Ça, c'est la grande vitrine sur Marne 1914, où une des forces de la collection, c'est qu'on présente à peu près entre 150 et 200 uniformes complets ou en buste. Pour les uniformes complets, on a voulu travailler sur ce type de scénographie, où on a voulu mettre les mannequins en mouvement, et en fait, le visiteur passe au milieu de cette vitrine et marche à côté des soldats comme s'il entrait en guerre avec eux. Donc il y a vraiment une mise en scène très forte, et il faut imaginer aussi qu'il y a du son.
Donc vous entendez les pas des chevaux, les pas des soldats sur le sol, vous entendez des chants britanniques, des chants français, des chants allemands, pour que vraiment, c'est une expérience que l'on propose aux visiteurs et ce n'est pas uniquement des vitrines comme ça devant lesquelles on défile. Et vous voyez aussi qu'on a le même principe pour les mannequins. Vous savez que dans un musée d'histoire, le problème du mannequinage, c'est quelque chose de très important. Et on a voulu avoir ces mannequins neutres, avec toujours ce visage gris, comme des fantômes un peu. L'idée c'était que ce soit des fantômes, mais en même temps ils sont très réalistes, puisqu'on a fait des moulages sur des visages d'aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, Jean-Pierre Vernet, le collectionneur, il a sa tête sur les mannequins. L'architecte a son visage aussi. Enfin, voilà. Donc on s'est prêté au jeu. Et du coup, les mannequins sont très expressifs, mais ils s'effacent parce qu'ils ont gardé cette neutralité. Et pour l'anecdote, quelques jours après l'ouverture, j'ai fait une visite et une dame dans le groupe m'a dit oh, ça a été très court, vous n'avez pas eu le temps de finir puisque les mannequins ne sont pas peints. Voilà, donc je lui ai expliqué que les mannequins resteraient toujours blancs et qu'ils n'auraient jamais des bonnes joues roses et des yeux bleus. Et voilà, donc, mais du coup, maintenant, ça y est, les gens ont compris qu'il y avait ce principe de fantôme. Une des grandes forces du musée, c'est aussi d'avoir du gros matériel. Donc vous avez ici sur la gauche un taxi de la Marne, un canon 77 allemand, un canon 75 français et ce qu'on appelle un camion colombophile, qui était le camion qui servait au transport des pigeons voyageurs. Donc ça, c'est vraiment des pièces intéressantes puisqu'on les rassemble au même endroit, sous le même toit. On voit ces pièces qui, d'habitude, vous pouvez voir dans les musées français, mais de manière un petit peu dispersée. Bien évidemment, Jean-Pierre Vernet n'avait pas des canons et des camions dans son salon, donc ce sont des dépôts d'autres institutions. Le musée des Invalides, le musée de l'Armée, pour les camions, c'est la fondation Berlier, qui est un grand fabricant de camions au début du XXe siècle, qui est une fondation et qui nous ont prêté ces pièces. Bien évidemment, on ne peut pas faire un musée sur la Première Guerre mondiale sans parler des tranchées. Et moi, quand je suis arrivé sur le projet en 2006, la grande référence était la tranchée que vous avez peut-être connue de l'Imperial War Museum. Maintenant, ça a été changé depuis leur rénovation, mais c'était une tranchée dans laquelle on pouvait se promener avec des projections, du son, enfin voilà. Et c'était ça, nous, la référence. Et on n'a pas voulu faire pareil, mais on a aimé en tout cas le côté réaliste de cette tranchée. Donc du coup, on a voulu faire la même chose avec une tranchée très réaliste, comme un décor de cinéma finalement, dans lequel on a mis nos collections, tous les objets sont nos collections. Mais à partir du moment où on mettait nos collections de cette manière-là, on ne pouvait pas faire rentrer le public dans cette tranchée pour raison de sécurité. Et donc du coup, on a eu l'idée que dans la perspective de la tranchée, de projeter des images d'archives de la vie des soldats au quotidien dans la tranchée. Et toujours avec aussi du son. Et du coup, on a une tranchée qui reste quand même, qui est vivante, même si le visiteur ne peut pas entrer dedans. On a le musée de l'air et de l'espace du Bourget qui nous a mis en dépôt 2 avions. Donc ça, c'est un SPAD 13 et on a aussi un Blériot 11 pour évoquer le début de la guerre. Et on a le ministère de la Défense qui nous a mis aussi un char Renault FT-17 en dépôt. Donc c'est vraiment une manière pour nous de pouvoir montrer, quand je vous disais comment on passe du 19e au 20e siècle, c'est aussi par cette évolution des matériels, par cette évolution des communications, du pigeon voyageur au téléphone par exemple. Voilà, c'est ce type d'éléments qu'on veut montrer, parce que c'est aussi une manière du coup d'intéresser un public qui va penser qu'un musée sur la Grande Guerre, bon, on va juste parler des batailles et des noms des généraux. Je caricature, mais il y a un petit peu de ça quand même encore, voilà, avec en plus la crainte, je ne sais pas en Italie, mais en France en tout cas, il y a toujours un a priori sur le musée. C'est-à-dire qu'on n'ose pas forcément rentrer dans un musée parce qu'on pense qu'on ne va rien comprendre, on pense que ça ne va pas être intéressant. Il y a encore une image du musée d'un lieu vieillot, poussiéreux,
ennuyeux et je pense que nous, on a imaginé le musée avec Jean-Pierre, quand on travaillait, on se disait de 7 à 77 ans, c'est-à-dire accessible à tous, ouvert à tous et où chacun, à un moment donné, peut attraper une information qui d'un coup va l'intéresser. Voilà. Et ça, c'est la vitrine de Marne 18. Donc, par rapport à la vitrine de Marne 14 au début, en fait, même sans explication, le visiteur Marne 14, les uniformes qui étaient presque des uniformes encore de l'armée napoléonienne, et ben on arrive en Marne 18 et on a des uniformes qui sont les uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Donc, naturellement, le visiteur, au bout du parcours chronologique, a compris qu'on était passé dans le XXe siècle. Et en fait, pour nous, la question importante, et j'espère que les visiteurs se la posent, c'est finalement, est-ce qu'on a connu l'événement qui nous a fait rentrer dans le 21e? Je trouve que c'est ça aussi qu'il faut qu'on pose comme question, comme musée d'aujourd'hui, pour que les visiteurs comprennent et remettent en perspective ces événements historiques qui ne sont pas des événements déconnectés les uns des autres, mais qui ont du lien. Et un événement, les conséquences de cet événement vont pouvoir peut-être façonner notre avenir. Donc c'est ce type de questionnement qu'on a envie que les visiteurs se posent. Et puis rapidement, un parcours thématique. On a 10 salles thématiques, voilà, et notamment on a cette salle, ce grand couloir intermédiaire, qui est le lieu où on parle des femmes dans la Grande Guerre, puisque ça c'était une grande volonté du conseil scientifique de donner sa place à l'arrière, et notamment au rôle des femmes qui ont parti, mais on évoque aussi la problématique des enfants, enfin, voilà, qui ont tenu finalement une grande partie de l'économie pendant ces 4 années. Un autre espace, c'est sur les innovations technologiques et industrielles au cours de ce conflit. Donc c'est là où on évoque l'évolution des armements, bien évidemment, mais l'apparition du camouflage comme une véritable stratégie avec la création de la section de camouflage en 1915 dans l'armée française. Ici, c'est une salle sur la vie quotidienne dans les tranchées où on est parti de thématiques très simples: manger, boire, fumer, se laver, écrire. Et on joue dans ces vitrines tables de l'accumulation d'objets de toutes les nationalités. Objets français, objets allemands, objets anglais, objets américains, objets italiens, parce que nous en avons quelques-uns. Et finalement, l'idée, c'est l'homme au cœur de ce conflit. L'homme avec un grand H, c'est le quotidien du soldat. Et c'est finalement comprendre aussi, ça c'est une évolution de l'historiographie, mais quelle que soit la tranchée dans laquelle ces hommes vont se trouver, on a les mêmes conditions de vie. Et derrière, on a les mêmes mères angoissées, on a les mêmes enfants qui vont devenir orphelins. Enfin voilà, c'est ça qui est aussi le propre de notre propos. Un des espaces importants du musée, c'est sur la mondialisation du conflit, où on présente une trentaine d'uniformes de pays différents. Et donc c'est intéressant puisqu'on présente des uniformes de nations dont on ne parle jamais, comme le Japon par exemple, on ne parle jamais dans la Première Guerre mondiale, en tout cas pour le grand public, ce n'est pas du tout connu. Ou le Portugal aussi, on a un uniforme portugais. Donc c'est l'occasion de pouvoir parler de nations dont on évoque peu. Et une fin du parcours qui, vous le voyez, vous vous rappelez au début, c'était une machine à remonter le temps. Donc à la fin du parcours, on ramène le visiteur à aujourd'hui, avec cette frise chronologique, et juste une évocation de conflits actuels, comme le conflit israélo-palestinien, la problématique du génocide arménien, qui est un grand sujet, un grand débat en France. Et donc, ces sujets d'actualité, on les évoque juste pour rappeler à nos visiteurs que s'ils sont là, c'est parce qu'ils proviennent de la Grande Guerre et de ses conséquences. Et très rapidement, pour évoquer, je voudrais juste, comme on parle des nouveaux musées, je voudrais vous montrer ce qu'on a essayé de faire en matière de médiation vis-à-vis de tous les publics, pour que vous puissiez comprendre un petit peu notre philosophie. Donc je vous ai déjà parlé du son, je voulais juste insister sur ce livre. En fait, on n'a pas de panneau dans le musée, mais on a juste ce livre qu'on a intégré dans les vitrines.
Et finalement, il y a 100 livres tout au long du parcours du musée. C'est comme si on racontait une histoire. À chaque fois, la page est tournée sur la thématique. Et ça devient aussi, par rapport à l'histoire du musée, un objet de collection, puisque c'est intégré dans la vitrine. Voilà, donc on a joué sur cette double entrée. Et puis, bien évidemment, de nombreux dispositifs multimédia, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas intéresser les nouvelles générations sans avoir ce type d'outils. Donc, en haut à gauche, des petits écrans un peu techniques, des écrans tactiles avec des jeux, et puis des grandes projections et des cartographies aussi, ça c'est vraiment important. Et puis, je vous parlais aussi de l'expérience. Donc, à un moment donné, tout est sous vitrine, donc il faut donner au visiteur qui est frustré la possibilité de toucher. Donc, on a des objets de la collection qu'on a appelés les objets martyrs. On les laisse se faire martyriser par nos visiteurs qui peuvent donc toucher différents matériaux. Et puis aussi expérimenter. Vous voyez qu'on a le petit garçon en bas soulève un pactage et se rend compte que ça fait 16 kilos. Et donc comme ça, quand on explique que le pactage, qu'on marche 40 km par jour, que c'est difficile, on peut expérimenter et se rendre compte de ce que c'est. Un parcours dédié pour les enfants, voilà, avec des jeux autour des animaux dans la Grande Guerre. Beaucoup d'ateliers spécifiques dédiés aux scolaires. En France, la Grande Guerre est étudiée chez les 8-9 ans, chez les 14 ans et chez les 17 ans. Donc on touche 3 classes d'âge, donc on adapte notre programme Voilà. Et puis aussi, de faire vivre les collections, c'est aussi proposer, notamment pendant la nuit des musées ou les journées du patrimoine, on travaille avec un ensemble musical et vous avez un médiateur culturel qui parle d'un objet ou d'un espace et un musicien qui va jouer des musiques de l'époque 14-18 en lien avec cet espace. Voilà, donc c'est une manière aussi de faire connaître les choses différemment. Rendre l'histoire vivante, c'est aussi faire intervenir au musée, dans le parc, ces associations de passionnés qui s'habillent comme en 14-18, qui refont des bivouacs et qui refont vivre finalement les choses. C'est aussi une malle multisensorielle avec plein de petits outils qui nous permet de sortir du musée. On peut intervenir à l'hôpital, on peut intervenir en prison. Un auditorium avec des conférences, des concerts, des pièces de théâtre, enfin, voilà. Et même un match de foot, l'an dernier pour la Coupe du Monde et cette année pour la Coupe du Monde de rugby. On a proposé une conférence sur le rugby ou le foot dans la Grande Guerre, suivie de la projection du premier match de foot ou de rugby de la Coupe du Monde. Ben, c'est intéressant parce que ça fait venir un nouveau public. Moi, il y a des gens qui sont venus là que je n'avais jamais vu au musée. Voilà, c'est intéressant. Et enfin, je terminerai par là. Juste vous citer ce qu'on a fait sur Facebook, où on a essayé de répondre à la question si Facebook avait existé en 1914, qu'est-ce qu'un soldat aurait raconté sur sa page. Donc la page, vous pouvez la voir, hein, c'est facebook.com/1914. Et c'était une manière pour nous de valoriser nos archives d'une manière originale et clairement de toucher un nouveau public. Moi, il y a des gens qui m'ont dit je n'aurais jamais ouvert un livre d'histoire, mais j'attendais tous les jours le post de Léon pour savoir ce qu'il allait lui arriver. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en tant que nouvel équipement sur la Grande Guerre en France, on est donc un musée généraliste sur le conflit qui s'appuie sur la légitimité du territoire de la première bataille de la Marne, mais qui a pour objectif d'être une grande porte d'entrée sur tous les grands sites du nord et de l'est de la France, bien évidemment. Et on invite nos visiteurs à aller à Péronne, à Verdun et dans le nord. Et surtout, c'est un musée qui a complètement changé la donne sur le plan du territoire, puisqu'aujourd'hui c'est devenu un site touristique et qui a un développement économique qui profite à la ville de Meaux. Et je vais vous donner un exemple très concret. On reçoit à peu près 100 000 visiteurs par an, énormément de groupes, et tous ces groupes mangent dans les restaurants de la ville. Et les restaurants, maintenant, applaudissent des deux mains parce que toute la semaine, le midi, ils ont des groupes et
on fait vivre les restaurants, voilà. C'est un retour sur l'économie. Et je pense que c'est important, même sur un lieu d'histoire et de mémoire, sur un sujet comme 14-18, il ne faut jamais oublier que c'est avant tout des sites qui ont leur place au cœur de la cité et qui ont leur place sur le territoire, même sur un plan économique. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Sì. Grazie. Grazie.